Pourquoi ce titre, Rwanda, un génocide en question? Pour une raison très simple, qui est que depuis 1994, depuis le mois d'avril 1994, date du début du génocide, le 7 avril 1994, une fausse histoire de ce génocide a été écrite. Une fausse histoire qui est l'histoire officielle. Cette histoire se résume de la manière suivante. Des extrémistes Hutus ont abattu leur propre président Hutu afin de déclencher un génocide qui était programmé, afin d'éliminer les Tutsis pour se maintenir au pouvoir. Et c'est autour de cette idée que depuis 20 ans, les uns et les autres écrivent, et c'est autour de cette idée que s'est construite l'histoire officielle qui sert à légitimer l'actuel pouvoir rwandais. Or, cette histoire officielle est une histoire qui est totalement obsolète aujourd'hui. Il est bien évident que les journalistes ne le savent pas, et ceux qui écrivent sur le Rwanda non plus. J'ai eu la chance et le privilège d'être nommé expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, tribunal créé par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1995, afin de juger les responsables, les commanditaires, les acteurs principaux de ce génocide. Et j'ai été expert, je suis expert dans les principaux procès, notamment les procès militaires. Et ce tribunal a commencé à siéger en 1995. Il va terminer ses travaux l'année prochaine, en 2015. On peut dire qu'il est quasiment terminé. Et pendant plus de 10 ans, donc, ce tribunal a complètement remis en question, ou plutôt devant ce tribunal, l'histoire officielle a totalement été remise en question. Pourquoi? Parce que ce tribunal a siégé selon le principe anglo-saxon de la common law. Dans le système de la common law, il n'y a pas de juge d'instruction qui, en amont, déblaye le dossier. L'instruction se fait à l'audience. Il y a l'accusation, il y a la défense. Et dans ces procès qui se sont déroulés, le procureur, qui avait comme argumentaire l'argumentaire officiel du régime de Kigali, est parti et a dressé ses actes d'accusation, toujours selon le même principe. Ce sont des Hutus qui ont abattu l'avion de leur président Hutu, car ils considéraient qu'ils les avaient trahis, et ils l'ont abattu de façon à créer l'irréversible qui allait permettre de lancer le génocide qu'ils avaient programmé afin d'éliminer les Tutsis. Et face à cela, procès après procès, les défenses des divers accusés ont remis en question cette doxa officielle. Et moi j'étais expert donc dans une dizaine de ces procès, notamment les principaux procès. Et j'ai eu accès absolument à toutes les archives du TPIR. Alors ces archives du TPIR, ce sont des dizaines de milliers de dossiers. Ce sont des milliers d'heures d'enregistrement, ce sont des centaines de témoins, ce sont des dizaines d'experts, ce sont des tonnes de rapports, une masse considérable. Personne n'a fait le travail qu'a fait le TPIR. Il y a eu en permanence 4 chambres qui siégeaient, 4 chambres dans lesquelles il y avait la défense, l'accusation, il y avait du côté du procureur plusieurs membres de l'accusation, du côté de la défense une dizaine d'avocats dans chacune de ces chambres. Ce qui fait qu'on est allé vraiment au fond des choses, et l'on peut dire qu'aujourd'hui, en se basant sur les travaux du TPIR, tout ce qui avait été dit auparavant, tout ce qui avait été affirmé auparavant concernant le génocide du Rwanda est faux. Et c'est ce que je démontre dans mon livre en reprenant les grandes idées, en remettant en perspective cette démonstration et en montrant ce que nous savons maintenant du génocide du Rwanda, qui est bien différent de ce qui continue à être dit dans les médias et qui est affirmé par le régime du Rwanda, car le régime du Rwanda tire toute sa légitimité du génocide. Pourquoi les travaux du TPIR ont-ils permis de renverser les connaissances au sujet du génocide? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes allés au fond des choses. Au TPIR, nous sommes allés au fond des choses. Jusque-là, l'on affirmait, que le génocide avait été programmé. Et pour mettre en avant la démonstration, la preuve de cette programmation,
l'accusation et le régime de Kigali disaient oui, ce génocide était programmé pour plusieurs raisons. Un, parce que les extrémistes Hutus avaient créé des structures génocidaires. La première de ces structures génocidaires, c'était la radio-télévision d'Émile Collines, qui était la radio génocidaire, et son fondateur, Ferdinand Nahimana, que j'avais eu comme étudiant en 1973-76 au Rwanda, qui ensuite est devenu mon collègue à l'université, puis mon doyen, Ferdinand Nahimana, qui était le fondateur de cette radio, avait été qualifié par Jean-Pierre Chrétien de Goebbels du Rwanda. Donc, le Goebbels du Rwanda a créé la radio génocidaire. Premier élément. Deuxième élément, il y avait une structure secrète qui s'appelait l'Akazu, qui était une petite cellule créée autour de l'entourage de la belle famille du président Habyarimana et qui coordonnait le génocide. Troisième élément, ces génocidaires avaient prévu par un certain nombre d'organisations, de listes qu'ils avaient constituées, etc., de tuer les Tutsis. Donc tout ceci existait. Or, tout cela a été enlevé, tout cela s'est dispersé, tout cela a été détruit devant le TPIR. Par exemple, le premier procès emblématique, le procès de Ferdinand Nahimana, qui était présenté par la presse et par le régime de Kigali comme le procès du Goebbels du Rwanda. La radio-télévision d'Émile Collines a été créée pour organiser le génocide. Eh bien, jugement d'appel, Ferdinand Nahimana a été condamné à la prison, certes, mais pas pour génocide. Il a été acquitté de cette accusation de programmation du génocide. Et le jugement est très clair. Le jugement dit « La radio-télévision d'Émile Collines n'a pas été créée dans un but génocidaire. » Avant la date du 8 avril, ensuite, il y a eu des appels au génocide, mais elle n'a pas été créée pour cela. Donc, il y a, si vous le voulez, un élément de départ essentiel dans la programmation du génocide qui disparaît. Deuxième élément, le procès de celui que l'on a appelé M. Z, M. Proté Ziringanirazo, qui était le beau-frère du président, le frère de l'épouse du président Habyarimana, et qui était accusé d'être, j'allais dire, l'organisateur en sous-main du génocide, parce qu'il aurait créé une cellule secrète qui s'appelait l'Akazu. Or, devant la cour du TPIR, nous avons fait citer un certain nombre de témoins, notamment deux anciens ministres de l'opposition au général Habyarimana, qui sont venus expliquer que c'est eux qui avaient inventé le terme Akazu. C'est eux qui avaient créé ce terme Akazu en 1991, dans le contexte de lutte politique interne au Rwanda, de façon à discréditer le président Habyarimana. Et ce terme Akazu a été repris par l'accusation, alors que l'Akazu n'a jamais existé. Monsieur Z, Proté, a été acquitté et mis en liberté. Donc le deuxième pilier de l'organisation du génocide, donc premier pilier saute, la radio d'Émile Collines. Deuxième pilier, l'Akazu. Troisième pilier, le procès de celui que l'on a appelé l'organisateur suprême du génocide, c'est-à-dire le colonel Bagosora, qui était l'artisan principal. On le présentait comme l'homme qui avait organisé tout ce génocide. Eh bien, il a été acquitté de cela. Certes, il a été condamné à la prison pour des arguties juridiques. Il a été condamné parce que on lui reproche de ne pas être intervenu sur une chaîne de commandement à laquelle il ne participait pas, et concernant des meurtres qui ont été commis par des hommes de base supposés être dans sa chaîne de commandement, alors qu'il n'était plus militaire, il était à la retraite depuis 2 ans. Et le colonel Bagosora, supposé être l'artisan du génocide, l'organisateur, l'architecte du génocide, a été acquitté par le TPIR de ce chef d'accusation. Donc les 3 principaux chefs d'accusation montrant la préméditation sautent. Et le tribunal d'Arusha, le TPIR, n'a dans aucun procès pu mettre en évidence la préméditation. Donc saute cette idée de préméditation, ce qui fait que toute l'explication du génocide est à reprendre. À partir du moment où il n'y a pas préméditation,
c'est que ce génocide est spontané. Alors pourquoi ce génocide a-t-il eu lieu et comment a-t-il eu lieu? Alors là, on reprend l'histoire, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Donc mon livre part de cette première idée, j'explique comment, par les travaux du TPIR, nous avons réussi à montrer que le procureur a été incapable de soutenir sa thèse de génocide programmé. Et à partir de ce moment-là, toute l'histoire du génocide doit être réécrite. Et on retombe sur l'idée, qui a tué le président Habyarimana, qui a organisé l'attentat du 6 avril 1994, attentat qui a vu la destruction en vol de l'avion du président rwandais. À la suite de cet attentat, a lieu le génocide. Alors, on revient à la case de départ. Or, ce qui est fort intéressant, c'est que le TPIR n'a pas eu l'autorisation d'enquêter sur cet attentat. Le TPIR a été créé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et les alliés du régime rwandais, c'est-à-dire les États-Unis et les Britanniques, se sont toujours opposés à ce que l'on enquête sur cet attentat. Il y a eu un début d'enquête qui a démarré au mois d'octobre 1994 jusqu'en 1995, qui a été diligenté par l'ONU sur place au Rwanda. Et le rapport qui a été remis était un rapport qui, dès 1995, désignait l'entourage du président Kagame, c'est-à-dire l'entourage de l'actuel régime rwandais. Dès 1995, un rapport, qui est le rapport Ourigan, confirmé par un enquêteur sénégalais, qui était le capitaine Démé, qui a également écrit un livre, explique qu'ils vont remettre au procureur du tribunal pénal international le résultat de leurs enquêtes. Ils ont les aveux de 3 des membres du commando. 3 des membres du commando qui ont abattu l'avion. Et à partir de ce moment-là, on leur interdit de continuer leurs enquêtes. Le rapport est complètement étouffé, on n'en parle plus. Ce rapport dort et est enterré. Ce rapport a été ressorti par le juge Bruguière, ce qui lui a permis de lancer un certain nombre de mandats d'arrêt après la publication de son ordonnance. Donc il y a une obstruction complète dans cette affaire de l'attentat. Et le régime de Kigali est très embêté, parce que les éléments sortent de plus en plus. Nous savons, par exemple, nous avons tout concernant cet attentat. Nous avons même le numéro d'identification des missiles. Nous savons que ces missiles venaient d'un stock de l'armée ougandaise. Nous savons que ces missiles avaient été livrés par l'ex-Union soviétique à l'armée ougandaise. Nous savons que 16 de ces missiles sont sortis des stocks de l'armée ougandaise. Certains de ces missiles qui avaient abattu des avions rwandais pendant la guerre civile, dans les 91-93. Nous savons comment ces missiles sont arrivés à Kigali, cachés dans des camionnettes de chargement de bois. Nous avons la couleur des véhicules. Nous avons les plaques d'immatriculation des véhicules. Nous avons les noms des chauffeurs des véhicules. Nous avons les noms des 4 membres du commando. Nous avons le détail de l'opération. Le premier missile qui frôle l'avion, qui le rate, qui est tiré par un sergent qui loupe, le lieutenant qui prend le tir et qui tire le deuxième missile et qui touche l'avion. Nous avons absolument tout. Mais, si vous le voulez, il y a une opacité complète qui fait que l'on ne peut pas aller au-delà. Et pour le moment, tous les éléments qui s'additionnent vont dans le sens contraire à celui de la thèse officielle. C'est-à-dire ce ne sont pas les Hutus gouvernementaux qui ont abattu l'avion de leur propre président. D'ailleurs, pourquoi auraient-ils abattu l'avion avec leur propre président, avec leur chef d'état-major, avec le chef de la mission militaire? Ils auraient donc abattu leurs propres partisans, leur propre chef. Ce serait complètement incohérent. La thèse centrale de votre livre est que le génocide n'était pas programmé. En quoi cela change-t-il la réalité de ce génocide? Ça change tout. Parce que si ce génocide n'est pas programmé, c'est qu'il est spontané. S'il est spontané, quelle est la cause qui l'a déclenché? Je viens de vous le dire, l'attentat contre le président Habyarimana. Et pourquoi cet attentat a-t-il déclenché le génocide? Parce que, soyons clairs, moi je ne nie pas l'existence du génocide. Ce que je nie, c'est sa programmation. Ce génocide s'est inscrit dans un mouvement de longue durée. Il faut bien voir que ce génocide va s'inscrire dans un mouvement de longue durée qui débute en 1959. En 1959,
quand, au nom de la démocratie, l'Église catholique de l'époque et la tutelle belge décident d'imposer le suffrage universel au Rwanda. Le suffrage universel va faire que les 10% de Tutsis qui sont au pouvoir vont être balayés par les 90% de Hutus. Parce que le suffrage universel en Afrique, c'est de l'ethno-mathématique. À partir de ce moment-là, les Tutsis se retrouvent minoritaires, commencent à subir un certain nombre de massacres, et une partie des Tutsis quitte le Rwanda, va se réfugier dans les pays voisins, notamment en Ouganda. Ceux qui vont prendre le pouvoir en 1994 sont les descendants de ceux qui étaient partis au Rwanda, en Ouganda, entre 1959 et 1962-63. Et dans toute l'histoire du Rwanda, il y a périodiquement des massacres de Tutsis qui sont faits. Chaque fois que le régime Hutu a un problème politique, le bouc émissaire Tutsi est là, on tue des Tutsis. Donc il y a un climat qui est un climat véritablement délétère. Or, ce climat délétère va être pacifié en 1973 avec l'arrivée du général Habyarimana au pouvoir. Le général Habyarimana est un Hutu du Nord et qui prône la réconciliation. Et pendant les premières années du régime Habyarimana, la réconciliation se fait entre les Tutsis et les Hutus. Il n'y a plus de problème de Tutsis-Hutus. Certes, il y a le non-dit, mais il n'y a plus de massacre. Or, tout va basculer à partir des années 1990. À partir des années 1990, deux phénomènes vont arriver en même temps. L'attaque du Rwanda par les réfugiés Tutsis d'Ouganda, et au même moment, l'obligation faite par la France au régime Habyarimana de démocratiser. Et le général Habyarimana va dire au président Mitterrand, mais si je démocratise avec des élections en pleine période de guerre civile, nous allons être dans un climat d'anarchie totale. Et le président Mitterrand va donner une garantie au général Habyarimana, il va dire, non, vous démocratisez, vous faites des élections, mais si jamais certains veulent profiter de cela pour prendre le pouvoir, nous interviendrons pour vous aider. Et le général Habyarimana se lance dans la politique de multipartisme et dans la politique de démocratisation, pardon. Et à partir de ce moment-là, toutes les forces de dissociation se développent au Rwanda. Et ces forces de dissociation sont dirigées par le FPR, qui est très minoritaire, mais qui va essayer de s'appuyer sur un certain nombre de Hutus pour déstabiliser le régime rwandais. Et le FPR, qui est aujourd'hui au pouvoir au Rwanda, va développer la politique de la terreur. Alors là, je l'explique très bien dans mon livre. J'explique très bien dans mon livre comment les attentats qui se sont déroulés entre 1991 et début 1994, comment les assassinats politiques sont à attribuer au FPR. Alors le FPR va assassiner des hommes politiques Hutus dits modérés, de façon à ce que l'on accuse le régime rwandais de liquider ses adversaires. Et par une campagne de presse parfaitement bien organisée, par les médias mondiaux qui sont contrôlés par le FPR ou qui roulent pour le FPR, cette thèse va apparaître. Ce qui fait que le régime rwandais va apparaître comme étant un régime de terreur, avec des escadrons de la mort qui n'existaient pas, puisque les escadrons de la mort sont du FPR et ne sont pas du côté des Hutus et du régime Hutu. Et tout ceci va faire qu'il y a, dans cette cocotte-minute rwandaise, un tout petit pays, une densité de population considérable, une surpopulation, tout le monde se connaît, il y a une sorte d'ébullition qui se fait, et cette ébullition qui se fait est une ébullition qui ne demande qu'à exploser. Et elle va exploser au lendemain de l'assassinat du président Habyarimana. Parce que une partie de la population Hutu va dire, voilà, nous avons fait un accord avec les Tutsis pour la paix, l'accord d'Arusha de 1993, et le FPR nous tue notre président, qui était notre seul rempart, et là, la folie va se déclencher, la folie génocidaire. Et là, le génocide va effectivement avoir lieu. Mais c'est un génocide qui va être un génocide spontané, qui va se décaler en fonction des régions. Ce n'est pas un génocide qui est organisé par une cellule, par une structure. C'est un génocide qui part de la base. C'est un mouvement de folie qui va toucher ce pays. Un mot pour conclure ? Alors, en conclusion de ce génocide, le génocide éclate véritablement le 8, 9, 10 avril, des massacres généralisés 1994, massacres généralisés. La France intervient pour évacuer ses ressortissants.
quelques jours plus tard, tout le monde est parti. Et pendant les mois d'avril, mai et juin, a lieu vraiment ce génocide. Et la France va intervenir fin juin, début juillet pour essayer de limiter les dégâts sur vote de l'ONU. Ce sera l'opération turquoise. La France intervient dans le sud du Rwanda et va créer ensuite une zone humanitaire sûre pour essayer de protéger les Tutsis qui n'ont pas été massacrés. Et le régime actuel prend le pouvoir, le général Kagame prend le pouvoir, et à partir de ce moment-là, le régime rwandais crée l'histoire, son histoire du génocide. Parce que il ne faut pas oublier que le régime est en place. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une attaque en pleine période de paix, profitant de l'attentat qui a tué le président Habyarimana, le FPR, donc le général Kagame, reprend les hostilités. Il déclenche la guerre. Et il va conquérir le pouvoir militairement. Et il faut qu'il justifie cette conquête militaire. Et il va la justifier comment? En disant « Nous avons conquis le Rwanda pour lutter contre les génocidaires. » Et l'histoire officielle va être celle de la légitimité de ce régime qui est arrivé au pouvoir pour lutter contre le mal absolu, qui était le mal génocidaire. Et l'idée officielle est la suivante: l'attentat du 6 avril n'a aucun lien avec le génocide, puisque ce génocide était programmé. Même si cet attentat n'avait pas eu lieu, dit le régime de Kigali, le génocide aurait eu lieu, puisqu'il a été programmé. Or, je viens de vous expliquer que devant le TPIR, il a été démontré que le génocide n'était pas programmé. C'est donc bien l'attentat du 6 avril 1994 qui est l'étincelle qui va déclencher ce génocide, qui vient au terme d'une tension politique considérable qui a éclaté depuis 1990, car le pays est en guerre depuis 1990. Alors aujourd'hui, nous allons arriver au 20e anniversaire de ce génocide, et le régime de Kigali est très embêté, parce que l'histoire officielle est en train de se fissurer de toutes parts. Et l'histoire officielle se fissurant de toutes parts, le régime de Kigali est lancé dans une surenchère médiatique, et le régime de Kigali essaie de freiner la seule enquête judiciaire sérieuse qui ait été menée, c'est l'enquête française qui avait été initiée par le juge Bruguière. Alors pourquoi une enquête française? Parce que l'équipage de l'avion présidentiel abattu le 6 avril 1994 était français. Et les familles de ces pilotes, de cet équipage, ont déposé une plainte pour assassinat, et c'est la juridiction antiterroriste française qui a instruit cette plainte. Alors aujourd'hui, le dossier Bruguière a été repris, le juge Bruguière est parti à la retraite, a été repris par le juge Trévidic, et les autorités rwandaises de Kigali font tout pour freiner, pour paralyser. Leur but est que le juge Trévidic rende un non-lieu, en disant finalement on n'y comprend rien, c'est une affaire très compliquée, on n'arrivera pas du tout à savoir qui a organisé cet attentat. Donc le but est un enfumage politique, avec périodiquement des articles dans la presse. Alors le journal Libération est coutumier de ce genre de publication. Alors ces journalistes soit sont abusés, soit sont naïfs, soit se font manipuler, et périodiquement, Libération sort des révélations sur l'attentat. Par exemple, dans mon livre, j'explique longuement la dernière manipulation qui date de l'année dernière. Libération sort un article en disant « Nous avons trouvé la preuve que le régime, que les Hutus disposaient de missiles, parce que voilà tel document qui a été retrouvé dans les archives de l'ONU à New York. » Manque de chance, ce document, moi je l'avais utilisé 5 ans plus tôt dans un procès, le procès du capitaine Sagahutu, et nous avions montré que ce document était un document qui ne reposait sur rien du tout, que c'était un faux document, un document qui avait été complètement manipulé. Et donc, périodiquement, il y a des tentatives qui sont faites pour enfumer, pour obscurcir, parce qu'il ne faut surtout pas, pour le régime de Kigali, qu'à l'occasion du 20e anniversaire qui va se dérouler au mois d'avril de cette année, l'on puisse avoir un doute en disant, certes, il y a eu un génocide, mais ce génocide a été provoqué par quoi? Par l'attentat du 6 avril. Mais qui a commis cet attentat? Puisque nous savons maintenant que ce ne sont pas les Hutus dits extrémistes.
ce titre Rwanda, un génocide en question? Pour une raison très simple, qui est que depuis 1994, depuis le mois d'avril 1994, date du début du génocide, le 6 avril, 7 avril 1994, une fausse histoire de ce génocide a été écrite. Une fausse histoire qui est l'histoire officielle. Cette histoire se résume de la manière suivante. Des extrémistes Hutus ont abattu leur propre président Hutu afin de déclencher un génocide qui était programmé, afin d'éliminer les Tutsis pour se maintenir au pouvoir. Et c'est autour de cette idée que depuis 20 ans, les uns et les autres écrivent, et c'est autour de cette idée que s'est construite l'histoire officielle qui sert à légitimer l'actuel pouvoir rwandais. Or, cette histoire officielle est une histoire qui est totalement obsolète aujourd'hui. Il est bien évident que les journalistes ne le savent pas, et ceux qui écrivent sur le Rwanda non plus. J'ai eu la chance et le privilège d'être nommé expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, tribunal créé par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1995, afin de juger les responsables, les commanditaires, les acteurs principaux de ce génocide. Et j'ai été expert, je suis expert dans les principaux procès, notamment les procès militaires. Et ce tribunal a commencé à siéger en 1995. Il va terminer ses travaux l'année prochaine, en 2015. On peut dire qu'il a quasiment terminé. Et pendant plus de 10 ans, donc, ce tribunal a complètement remis en question, ou plutôt devant ce tribunal, l'histoire officielle a totalement été remise en question. Pourquoi? Parce que ce tribunal a siégé selon... Verser les connaissances au sujet du génocide. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes allés au fond des choses. Au TPIR, nous sommes allés au fond des choses. Jusque-là, l'on affirmait, que le génocide avait été programmé. Et pour mettre en avant la démonstration, la preuve de cette programmation, l'accusation et le régime de Kigali disaient oui, ce génocide était programmé pour plusieurs raisons. Parce que les extrémistes Hutus avaient créé des structures génocidaires. La première de ces structures génocidaires, c'était la radio-télévision d'Émile Collines, qui était la radio génocidaire, et son fondateur, Ferdinand Nahimana, que j'avais eu comme étudiant en 1973-76 au Rwanda, qui ensuite est devenu mon collègue à l'université, puis mon doyen. Ferdinand Nahimana, qui était le fondateur de cette radio, avait été qualifié par Jean-Pierre Chrétien de Goebbels du Rwanda. Donc, le Goebbels du Rwanda a créé la radio génocidaire. Premier élément. Deuxième élément, il y avait une structure secrète qui s'appelait l'Akazu, qui était une petite cellule créée autour de l'entourage de la belle famille du président Habyarimana et qui coordonnait le génocide. Troisième élément, ces génocidaires avaient prévu par un certain nombre d'organisations, de listes qu'ils avaient constituées, etc., de tuer les Tutsis. Donc tout ceci existait. Or, tout cela a été enlevé, tout cela s'est dispersé, tout cela a été détruit devant le TPIR. Par exemple, le premier procès emblématique, le procès de Ferdinand Nahimana, qui était présenté par la presse et par le régime de Kigali comme le procès du Goebbels du Rwanda. La radio-télévision d'Émile Collines a été créée pour organiser le génocide. Eh bien, jugement d'appel, Ferdinand Nahimana a été condamné à la prison, certes, mais pas pour génocide. Il a été acquitté de cette accusation de programmation du génocide. Et le jugement est très clair. Le jugement dit « La radio-télévision d'Émile Collines n'a pas été créée dans un but génocidaire. » Avant la date du 8 avril, ensuite, il y a eu des appels au génocide, mais elle n'a pas été créée pour cela. Donc, il y a, si vous le voulez, un élément de départ essentiel dans la programmation du génocide qui disparaît. Deuxième élément, le procès de celui que l'on a appelé M. Z, M. Proté Ziringanirazo, qui était le beau-frère du président, le frère de l'épouse du président Habyarimana, et qui était accusé
d'être, j'allais dire, l'organisateur en sous-main du génocide, parce qu'il aurait créé une cellule secrète qui s'appelait l'Akazu. Or, devant la cour du TPIR, nous avons fait citer un certain nombre de témoins, notamment 2 anciens ministres de l'opposition au général Habyarimana, qui sont venus expliquer que c'est eux qui avaient inventé le terme Akazu. C'est eux qui avaient créé ce terme Akazu en 1991, dans le contexte de lutte politique interne au Rwanda, de façon à discréditer le président Habyarimana. Et ce terme Akazu a été repris par l'accusation, alors que l'Akazu n'a jamais existé. Monsieur Z, Proté, a été acquitté et mis en liberté. Donc le deuxième pilier de l'organisation du génocide, donc premier pilier saute, la radio des 1000 collines. Deuxième pilier, l'Akazu. Troisième pilier, le procès de celui que l'on a appelé l'organisateur suprême du génocide, c'est-à-dire le colonel Bagosora, qui était l'artisan principal. On le présentait comme l'homme qui avait organisé tout ce génocide. Eh bien, il a été acquitté de cela. Certes, il a été condamné à la prison pour des arguties juridiques. Il a été condamné parce que on lui reproche de ne pas être intervenu sur une chaîne de commandement à laquelle il ne participait pas, et concernant des meurtres qui ont été commis par des hommes de base supposés être dans sa chaîne de commandement, alors qu'il n'était plus militaire, il était à la retraite depuis 2 ans. Et le colonel Bagosora, supposé être l'artisan du génocide, l'organisateur, l'architecte du génocide, a été acquitté par le TPIR de ce chef d'accusation. Donc les 3 principaux chefs d'accusation montrant la préméditation sautent. Et le tribunal a le principe anglo-saxon de la common law. Dans le système de la common law, il n'y a pas de juge d'instruction qui, en amont, déblaye le dossier. L'instruction se fait à l'audience. Il y a l'accusation, il y a la défense. Et dans ces procès qui se sont déroulés, le procureur, qui avait comme argumentaire l'argumentaire officiel du régime de Kigali, est parti et a dressé ses actes d'accusation, toujours selon le même principe. Ce sont des Hutus qui ont abattu l'avion de leur président Hutu, car ils considéraient qu'il les avait trahis, et ils l'ont abattu de façon à créer l'irréversible qui allait permettre de lancer le génocide qu'ils avaient programmé afin d'éliminer les Tutsis. Et face à cela, procès après procès, les défenses des divers accusés ont remis en question cette doxa officielle. Et moi j'étais expert donc dans une dizaine de ces procès, notamment les principaux procès. Et j'ai eu accès absolument à toutes les archives du TPIR. Alors ces archives du TPIR, ce sont des dizaines de milliers de dossiers. Ce sont des milliers d'heures d'enregistrement, ce sont des centaines de témoins, ce sont des dizaines d'experts, ce sont des tonnes de rapports, une masse considérable. Personne n'a fait le travail qu'a fait le TPIR. Il y a eu en permanence 4 chambres qui siégeaient, 4 chambres dans lesquelles il y avait la défense, l'accusation, il y avait du côté du procureur plusieurs membres de l'accusation, du côté de la défense une dizaine d'avocats dans chacune de ces chambres. Ce qui fait qu'on est allé vraiment au fond des choses, et l'on peut dire qu'aujourd'hui, en se basant sur les travaux du TPIR, tout ce qui avait été dit auparavant, tout ce qui avait été affirmé auparavant concernant le génocide du Rwanda est faux. Et c'est ce que je démontre dans mon livre, en reprenant les grandes idées, en remettant en perspective cette démonstration et en montrant ce que nous savons maintenant du génocide du Rwanda, qui est bien différent de ce qui continue à être dit dans les médias et qui est affirmé par le régime du Rwanda, car le régime du Rwanda tire toute sa légitimité du génocide. Pourquoi les travaux du TPIR ont-ils permis de... d'Arusha, le TPIR n'a, dans aucun procès, pu mettre en évidence la préméditation. Donc, saute cette idée de préméditation, ce qui fait que toute l'explication du génocide est à reprendre. À partir du moment où il n'y a pas préméditation,
c'est que ce génocide est spontané. Alors pourquoi ce génocide a-t-il eu lieu et comment a-t-il eu lieu? Alors là, on reprend l'histoire, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Donc mon livre part de cette première idée, j'explique comment, par les travaux du TPIR, nous avons réussi à montrer que le procureur a été incapable de soutenir sa thèse de génocide programmé. Et à partir de ce moment-là, toute l'histoire du génocide doit être réécrite. Et on retombe sur l'idée, qui a tué le président Habyarimana, qui a organisé l'attentat du 6 avril 1994, attentat qui a vu la destruction en vol de l'avion du président rwandais. À la suite de cet attentat, a lieu le génocide. Alors, on revient à la case de départ. Or, ce qui est fort intéressant, c'est que le TPIR n'a pas eu l'autorisation d'enquêter sur cet attentat. Le TPIR a été créé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et les alliés du régime rwandais, c'est-à-dire les États-Unis et les Britanniques, se sont toujours opposés à ce que l'on enquête sur cet attentat. Il y a eu un début d'enquête qui a démarré au mois d'octobre 1994 jusqu'en 1995, qui a été diligenté par l'ONU sur place au Rwanda. Et le rapport qui a été remis était un rapport qui, dès 1995, désignait l'entourage du président Kagame, c'est-à-dire l'entourage de l'actuel régime rwandais. Dès 1995, un rapport, qui est le rapport O'Regan, confirmé par un enquêteur sénégalais, qui était le capitaine Démé, qui a également écrit un livre, explique qu'ils vont remettre au procureur du tribunal pénal international le résultat de leurs enquêtes. Ils ont les aveux de 3 des membres du commando. 3 des membres du commando qui ont abattu l'avion. Et à partir de ce moment-là, on leur interdit de continuer leurs enquêtes. Le rapport est complètement